On dit souvent que le rire est une arme universelle, qu'il traverse les barrières sociales et politiques pour toucher le cœur de chacun. Et pourtant, derrière le rire tonitruant qu'il offrait aux foules, Louis de Funès portait une blessure invisible, une déchirure silencieuse. Dans les salles obscures, il faisait éclater des torrents d'hilarité. Ses mimiques, ses colères feintes, son corps félin qui bondissait d'un côté à l'autre de l'écran faisaient de lui un magicien du quotidien. Les spectateurs sortaient des cinémas, le visage encore humide, de larmes de joie, persuadés d'avoir rencontré un génie comique. Mais dans les cénacles feutrés de la critique, dans les couloirs glacés des institutions du 7e art, un tout autre discours se murmurait, celui d'un acteur jugé trop populaire, trop vulgaire, indigne d'accéder aux sphères nobles du cinéma français. Voilà le paradoxe cruel de Louis de Funès. Adoré par le peuple, méprisé par l'élite, tandis que ces films battaient des records d'entrée, dépassant parfois les 10 millions de billets vendus, les journalistes spécialisés détournaient le regard, le classant dans la catégorie des amuseurs sans profondeur. Pas un César, pas une grande récompense nationale, ne vint couronner sa carrière, pourtant phénoménale. Comme si l'amour des foules ne suffisait pas, comme si l'applaudissement de millions ne valait pas une poignée de main au sein d'une académie. De Funès, derrière ses grimaces, cachait un homme lucide, qui savait trop bien que son nom ne franchirait jamais la frontière entre l'affection populaire et la reconnaissance officielle. C'est ce fossé, ce gouffre entre l'adoration et le mépris, qui fait aujourd'hui de son histoire une tragédie à part entière, car qu'y a-t-il de plus cruel que de vivre aimé de tous, mais nié par ceux qui prétendent écrire l'histoire de l'art? Qu'y a-t-il de plus amer que d'être une icône nationale, tout en restant un étranger dans la mémoire académique de son propre pays? Le rire qu'il offrait aux autres fut peu être aussi une manière d'étouffer le cri de solitude qui résonnait en lui. Louis de Funès, derrière chaque éclat de rire, cachait un soupir. Louis de Funès naît en 1914 à Courbevoie, dans une France encore secouée par les tensions d'avant-guerre. Ses parents sont des immigrés espagnols venus chercher une vie meilleure, mais la famille porte déjà les stigmates de l'exil. Pauvreté, isolement, difficulté d'intégration. Son père, avocat à Séville, ne parvient pas à retrouver le même statut social à Paris. L'enfant grandit dans une atmosphère de frustration silencieuse, où les rêves avortés des adultes se traduisent en exigence, en sévérité, en un climat parfois étouffant. Cette enfance marquée par la modestie forge en lui un mélange d'insécurité et de combativité, un besoin permanent de prouver sa valeur. À l'école, le petit Louis n'est pas un élève modèle. Fragile, discret, il se fait remarquer davantage par ses maladresses que par ses succès scolaires. Mais derrière cette apparente insignifiance, il développe une qualité rare, l'observation. Chaque geste, chaque intonation, chaque manie des professeurs, des camarades ou des passants dans la rue devient pour lui une matière première. Déjà, sans le savoir, il prépare la galerie de personnages qui feront plus tard sa gloire. L'enfant réservé se transforme en miroir du monde, captant les ridicules, les travers, les contradictions. Là où d'autres subissent, lui enregistre, engrange, affine son regard. Pourtant, cette sensibilité n'est pas vécue comme un don, mais comme un poids. Louis se sent petit, effacé, presque invisible. L'autorité des adultes, la dureté de la vie quotidienne et la difficulté de ses parents à s'imposer socialement alimentent en lui un sentiment d'infériorité. Ce complexe ne le quittera jamais vraiment. Derrière chaque éclat de rire futur se cache ce gamin fragile qui craignait de ne pas être assez. C'est peu être là, dans ce manque originel, que s'enracine son besoin insatiable de faire rire comme une revanche silencieuse sur le monde. Si je vous amuse, alors vous ne pourrez plus m'ignorer. Le piano devient son premier refuge. Fasciné par la musique, il s'entraîne des heures durant, trouvant dans les notes une échappatoire à la grisaille. La rigueur du solfège, l'harmonie des accords apaisent ses angoisses. Mais, là encore, son talent est jugé modeste. Trop faible pour briller en tant que musicien professionnel, il se heurte de nouveau à la cruelle question. Suis-je destiné à rester dans l'ombre ? C'est cette angoisse existentielle, née très tôt, qui alimentera la fébrilité de son jeu d'acteur, cette urgence de capter l'attention comme si chaque scène pouvait être la dernière. Ainsi, l'homme que la France entière acclamera plus tard comme un génie comique est d'abord un enfant solitaire, habité par la peur d'être rejeté.
Les racines de son humour naissent non pas de la légèreté, mais du manque, de l'humiliation et du silence familial. Derrière l'éclat du futur comédien, il y a ce petit garçon d'origine espagnole, timide et fragile, qui rêvait simplement d'être vu et aimé. Dans les années 1950, alors que le cinéma français explore des voies nouvelles avec la nouvelle vague, Louis de Funès, lui, cherche encore sa place. Longtemps cantonné au rôle de figuration, il apparaît dans des dizaines de films sans jamais marquer les esprits, mais cette persévérance obstinée, cette manière de se glisser dans les interstices, finit par payer. Peu à peu, son visage devient familier, et ses mimiques singulières, son énergie nerveuse, attirent l'attention. Dans A, Les Belles Bachantes ou La Traversée de Paris, il esquisse déjà les contours de ce personnage explosif, colérique, imprévisible, qui deviendra sa signature. C'est dans les années 1960 que la bascule se produit, avec Pouic Pouic, 1963, puis surtout avec Le Gendarme de Saint-Tropez, 1964, Louis de Funès s'impose comme l'un des acteurs les plus populaires de France. Sa collaboration avec Gérard Houry scelle sa légende, Le Cornio, 1965, puis La Grande Vadrouille, 1966, attire des foules immenses, dépassant parfois 10 à 7 millions d'entrées. Jamais le cinéma hexagonal n'avait connu pareille ferveur. Les salles résonnent de rire, les familles se rassemblent, et l'acteur devient, presque malgré lui, un phénomène national. Pour le public, il est plus qu'un comédien. Il est un compagnon de vie, un antidote à la grisaille du quotidien, mais dans les colonnes des revues spécialisées, le ton est tout autre. Les critiques parlent d'un humour facile, d'une gesticulation outrancière, d'une caricature sans profondeur. Tandis que la France populaire voit en lui le reflet de ses angoisses et de ses colères, l'élite intellectuelle balaie son succès d'un revers de main, estimant qu'il flatte la masse sans jamais élever l'esprit. Les académies, elles, restent sourdes. Pas de prix, pas de reconnaissance officielle. Tandis que ces films battent tous les records, Louis de Funès demeure absent des cérémonies où se distribuent les lauriers. Ce silence assourdissant est une blessure qu'il cache derrière ses grimaces et ses éclats de voix. Il y a dans cette situation une ironie cruelle. Au moment même où il triomphe, où il devient l'acteur préféré des Français, il prend conscience que ce triomphe est perçu comme suspect par ceux qui prétendent définir l'art. Le peuple l'adore, l'institution le méprise, sa gloire est immense, mais elle est bancale, fragile, car elle repose sur un amour non partagé. Il est roi, sans couronne, idole sans temple, géant populaire mais nain académique. Pourtant, il continue porté par une énergie fébrile. Chaque film devient un défi, chaque succès un pied de nez à ceux qui l'ignorent. Derrière le comique bondissant, il y a un homme inquiet qui veut prouver encore et encore. Ce moteur d'injustice nourrit sa créativité, mais l'use aussi. Car comment savourer le triomphe quand on sait qu'il sera toujours qualifié de facile? Comment se réjouir des applaudissements quand on entend, en arrière-plan, le murmure du mépris? Ainsi se dessine le paradoxe de sa carrière, éclatante dans les chiffres, éclipsée dans les mémoires officielles. Louis de Funès est devenu un monument invisible, célébré par le peuple mais effacé par les gardiens du temple. Sa gloire, immense et pourtant illusoire, reste suspendue entre deux mondes qui n'ont jamais voulu se rencontrer. Pour Louis de Funès, l'amour n'a jamais été uniquement une affaire de couple ou de famille. Bien sûr, il y eut Jeanne, son épouse discrète, sa confidente et son pilier, mais la véritable passion de sa vie, celle qu'il a consumée et exaltée tout à la fois, ce fut le théâtre du rire, le face-à-face avec le public. De Funès n'aimait pas, il adorait, il ne jouait pas, il se donnait. Dans chaque scène, il engageait son corps, son âme, son énergie vitale. Ce n'était pas un simple métier, mais une dépendance, une obsession quasi maladive, qui l'empêchait de vivre autrement. Le rire des autres était sa drogue, et comme toute drogue, il apportait autant d'ivresse que de souffrance. Cet amour dévorant se manifestait par une discipline implacable. De Funès ne supportait pas l'approximation, pas la médiocrité. Sur les plateaux, il contrôlait tout, la mise en scène implicite de ses gestes, le rythme des dialogues, le moindre regard. Ses partenaires de jeu en gardaient souvent le souvenir d'un perfectionniste tyrannique, exigeant au point de l'insupportable. Certains le craignaient,
D'autres l'admiraient, mais tous reconnaissaient cette ferveur singulière. Il ne cherchait pas seulement à jouer juste, il voulait arracher l'éclat parfait, ce moment d'hilarité pure qui suspend le temps. Cette quête absolue, qui pouvait apparaître comme une déclaration d'amour au public, avait aussi un revers. Elle étouffait, isolait, rendait chaque collaboration tendue, parfois toxique, car aimer ainsi, à ce degré d'intensité, c'est aussi se condamner à la douleur. De Funès vivait dans l'angoisse permanente de ne pas être à la hauteur, d'être un jour oublié, remplacé, balayé par une nouvelle mode. Le public qu'il chérissait tant était aussi une entité capricieuse, insatiable. À force de vouloir donner toujours plus, il s'épuisait, mettant en péril sa santé. Ces crises cardiaques, qui finirent par assombrir sa carrière dans les années 1970, étaient le signe physique de cette passion destructrice. Son cœur, littéralement, payait le prix de son amour dévorant pour le rire des autres. Dans ce rapport amoureux avec son art, il y avait aussi un aspect profondément toxique. Le mépris qu'il subissait de la critique ne faisait qu'attiser sa frénésie. Plus on le rejetait dans les sphères officielles, plus il se jetait avec rage dans les bras du public. Chaque triomphe populaire sonnait comme une revanche, mais une revanche jamais suffisante. Car l'amour, pour être apaisé, a besoin de réciprocité. Or, lui n'obtenait jamais ce regard bienveillant de ceux qu'il espérait convaincre. Ainsi, son amour pour le public devenait un cercle vicieux. Plus il donnait, plus il espérait, plus il se sentait frustré. Même dans sa vie privée, cette passion absolue avait des répercussions. Ses enfants racontent un père à la fois tendre et absent, souvent accaparé par son travail, inquiet de tout, perfectionniste jusque dans les détails domestiques. Il voulait tout contrôler, tout prévoir, comme s'il craignait que l'univers entier puisse basculer dans le chaos s'il lui relâchait un instant son emprise. Sa femme, Jeanne, patiente et fidèle, fut le rempart contre ses excès. Mais elle dut aussi composer avec un homme dont l'amour le plus brûlant ne se tournait pas uniquement vers elle, mais vers des salles entières de spectateurs anonymes. Cet amour passionnel et toxique, c'est celui d'un homme qui n'a jamais cessé de courir après une reconnaissance inatteignable. De Funès aimait son art au point de se consumer, aimait son public au point d'oublier sa propre santé, aimait sa mission de faire rire au point d'en devenir prisonnier. Comme dans toute relation destructrice, il ne pouvait s'arrêter. Le besoin était trop fort, l'addiction trop ancrée. Derrière chaque éclat de rire, il y avait un battement de cœur affolé, une peur viscérale de n'être rien sans ce lien fusionnel. Louis de Funès, dans son amour pour le public, connut la plus grande des ivresses, mais aussi la plus cruelle des servitudes. Le destin de Louis de Funès atteint son apogée dans un paradoxe insoutenable. Au moment même où il devient l'acteur le plus aimé de France, il réalise qu'il restera pour toujours à la marge du panthéon officiel du cinéma. Dans les années 1970, il est l'incontournable roi du box-office. Ses films, qu'il s'agisse de la saga des gendarmes, de la folie des grandeurs ou de l'aile ou la cuisse, rassemblent des millions de spectateurs. Les familles affluent, les salles débordent et son visage devient indissociable de l'imaginaire collectif français. Il incarne la joie, le rire franc, la complicité populaire. Mais derrière ces triomphes se cache une vérité cruelle. Aucune récompense majeure, aucune main tendue de la critique. Dans les pages des journaux spécialisés, on s'acharne à rappeler que son humour est gesticulatoire, populaire mais superficiel, loin des hauteurs de l'art. Pour un homme qui avait bâti sa vie sur le besoin de reconnaissance, cette fracture devient une blessure béante. Cette contradiction se fait plus douloureuse encore à mesure que sa santé décline. Le comédien subit plusieurs crises cardiaques, dont une particulièrement grave en 1975. Le public, inquiet, l'entoure d'un amour immense, mais les institutions ne fléchissent pas. Même affaibli, il tente de revenir à l'écran, comme pour prouver qu'il n'est pas fini, qu'il peut encore faire rire. Chaque film devient une bataille contre la fatigue, contre le temps, contre le silence méprisant de ceux qui refusent de l'honorer. Dans l'aile ou la cuisse, 1966, aux côtés de Coluche, il incarne un critique gastronomique intransigeant, comme un miroir inversé de ses propres tourments. Lui, l'acteur méprisé, joue le rôle de celui qui juge et sanctionne. Ironie tragique
comme si l'art avait décidé de lui tendre un reflet cruel. La blessure prend aussi la forme d'une humiliation symbolique. En 1975, l'Académie des Césars est créée pour célébrer le cinéma français. On aurait pu croire que cette institution saisirait l'occasion d'honorer l'acteur le plus populaire du pays. Mais non, Louis de Funès ne sera jamais couronné, jamais reconnu par cette académie. Les années passent, les générations se succèdent, et l'absence de son nom dans le palmarès reste un scandale silencieux. Ce mépris institutionnel devient l'ombre la plus lourde qui plane sur sa carrière, comme si, à chaque éclat de rire du public, répondait le ricanement discret d'une élite refusant de s'abaisser à l'aimer. Cette tragédie atteint son paroxysme dans les dernières années de sa vie. Usé par la maladie, il continue malgré tout de tourner, comme si la scène était le seul endroit où il pouvait respirer. En 1980, il incarne Harpagon dans L'Avare, adaptation de Molière qu'il rêvait depuis toujours. Ce rôle, symbole de son obsession du contrôle et de son rapport complexe à l'argent et à la reconnaissance, devient son chant du cygne. Le film est accueilli avec tiédeur par la critique, une fois encore. Même dans ce projet intime, où il livre une part plus sombre de son talent, il n'obtient pas la réhabilitation espérée. La boucle est bouclée. Le rire qu'il a semé partout ne suffit pas à faire tomber les barrières de mépris. En 1983, Louis de Funès meurt d'une nouvelle crise cardiaque dans son château de Clermont. La nouvelle plonge la France dans une tristesse immense. Les journaux, cette fois, se souviennent d'écrire des hommages, et les foules saluent un monument. Mais combien d'articles rappellent aussi, en creux, qu'il n'avait jamais eu de César? Combien soulignent l'injustice d'un artiste adoré de tous, mais dédaigné par les gardiens du temple? La tragédie de Louis de Funès, ce n'est pas d'avoir été oublié, c'est d'avoir été aimé avec excès par un peuple et rejeté avec constance par une élite. Entre ces deux extrêmes, il a bâti une carrière phénoménale, mais aussi une vie marquée par une douleur intime. Ce point culminant révèle la cruauté d'un destin. Être à la fois triomphant et humilié, adoré et méprisé, lumineux et relégué à l'ombre, Louis de Funès aura tout donné au cinéma, mais il n'a jamais reçu en retour ce sceau d'approbation qu'il espérait tant. Sa tragédie personnelle n'est pas seulement la sienne, elle dit aussi quelque chose du rapport ambigu entre la France et ses icônes populaires, entre la culture savante et l'art de faire rire. La disparition de Louis de Funès, en 1983, laisse une cicatrice profonde, non seulement dans la mémoire des Français, mais aussi dans le paysage culturel. Le premier constat est celui d'une injustice persistante. Il est parti sans jamais avoir reçu de grandes distinctions nationales, sans avoir été consacré par les Césars. Ce silence des institutions devient, à titre posthume, une faute lourde, presque un procès intenté à l'élite critique. Comme si, en refusant obstinément de le reconnaître de son vivant, on l'avait condamné à porter jusqu'au bout le stigmate de comédien populaire, mais pas artiste. Pour lui, les conséquences furent d'abord intimes. Derrière l'image d'un homme comblé par la gloire, il eut cette blessure jamais refermée, celle de n'avoir pas été accepté par ses pairs. Son perfectionnisme maladif, ses obsessions sur les plateaux, ses angoisses de santé, tout cela était le fruit de ce besoin inassouvi de prouver. Le rire, au lieu d'être une délivrance, était devenu une lutte incessante, un combat contre l'oubli et le mépris. Ses proches l'ont souvent décrit comme anxieux, toujours inquiet de ne pas suffire. L'homme qui faisait rire des millions vivait, paradoxalement, dans la peur de ne pas être aimé. Mais les conséquences dépassent l'homme. Dans l'histoire du cinéma français, son absence du palmarès officiel interroge et divise. Comment expliquer qu'un acteur capable de remplir les salles comme aucun autre n'ait pas trouvé sa place au panthéon académique? Certains y voient la rigidité d'une critique prisonnière de ses propres codes, refusant d'accorder une légitimité à un art jugé trop accessible. D'autres estiment que cette distance est révélatrice d'un fossé plus large entre culture populaire et culture savante, fossé qui continue encore aujourd'hui à fracturer le paysage artistique. Pour le public, en revanche, la conséquence est inverse. Plus le mépris institutionnel se manifestait, plus l'attachement populaire se renforçait. Les Français ont continué, bien après sa mort, à regarder ses films en famille, à transmettre ses répliques de génération en génération. Chaque éclat de rire résonnait aussi comme une
forme de résistance, une manière de dire que l'amour du peuple a plus de poids que l'indifférence des élites. Ainsi, la véritable conséquence du destin de Louis de Funès est cette fracture toujours visible dans la mémoire collective. D'un côté, un monument de la culture populaire, de l'autre, un absent des archives officielles, et cette contradiction, loin de s'effacer avec le temps, nourrit encore aujourd'hui le débat sur la valeur réelle de son art. Son cas est devenu emblématique. Il rappelle qu'en France, faire rire des millions n'a jamais suffi à entrer dans le cercle fermé des grands artistes. 40 ans après sa disparition, Louis de Funès reste l'un des visages les plus familiers du cinéma français. Ses films continuent de rassembler des millions de téléspectateurs à chaque rediffusion, ses répliques sont répétées dans les cours d'école, ses mimiques nourrissent encore les parodies et les hommages. Il est devenu une sorte de patrimoine immatériel, une mémoire commune qui unit les générations. Peu d'acteurs peuvent se targuer d'une telle postérité. Là où tant de carrières s'effacent avec le temps, la sienne demeure vive, toujours actuelle, comme si son rire avait traversé les décennies sans perdre de sa force. Ce qui reste, c'est d'abord l'image d'un comédien unique, capable de transformer ses angoisses intérieures en une énergie comique inépuisable. Ces personnages colériques, nerveux, exubérants, portent en eux la fragilité de l'homme qui les incarnait. Le public, sans le savoir, riait aussi de ses blessures, de ses obsessions, de cette peur viscérale de disparaître. Chaque éclat de rire partagé était une victoire sur l'oubli, une revanche contre le mépris. C'est peu être là que réside sa grandeur, avoir transformé la douleur intime en joie collective. Mais son héritage interroge aussi. Il rappelle que le cinéma n'est pas seulement affaire de critique ou de prix, mais d'émotions partagées. L'absence de reconnaissance officielle a fini par se retourner contre ses détracteurs, soulignant la cécité d'institutions incapables de voir la valeur d'un artiste aimé du peuple. Aujourd'hui, nombreux sont ceux qui dénoncent cette injustice, affirmant que Louis de Funès mérite amplement une place parmi les grands du 7e art. Ce qui demeure, enfin, c'est la tendresse d'un pays pour un acteur qui lui ressemblait, inquiet, colérique, tendre et contradictoire. Louis de Funès n'a peut être jamais obtenu le César qu'il espérait, mais il a conquis un trône bien plus précieux, celui du cœur des Français. Et ce trône-là, aucune critique, aucun silence institutionnel ne pourra jamais le lui enlever.